Hello, aujourd'hui je suis avec Alexandre Sachenko. Moi j'ai quelques questions pour toi. Déjà, quand et comment est-ce que tu as connu Bitcoin? En 2015, je faisais un stage dans un cabinet de conseil qui était spécialisé dans les moyens de paiement innovants. Et donc, c'était le moment de la sortie d'Ethereum. Ouais. J'ai regardé ça en juillet 2015, je crois qu'Ethereum, c'est venu 2015. Donc, je suis d'abord rentré par Ethereum et évidemment, après, en ouvrant le sujet, j'ai vu blockchain, crypto, etc. Et donc, nécessairement, Bitcoin arrive sur le trajet. Puis après, j'ai mis un an ou deux avant de vraiment plus me focaliser sur, en fait, la vraie innovation de rupture, etc. C'est Bitcoin, le reste, c'est très intéressant. Mais je vais finalement finir par me focaliser année après année en intérêt intellectuel à minima, vraiment à 80% sur le fait. Attends, j'ai une question. Tu parles beaucoup de Bitcoin et quand tu parles de Bitcoin, tu parles épargne et non pas investissement. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, elle est, j'allais dire, factuelle, c'est qu'on attend d'un investissement un rendement. Bitcoin ne produit pas de rendement, Bitcoin ne produit rien. Donc c'est pas de l'investissement, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas euh, il n'y a pas de revenus attendus, il n'y a pas comme pour une dette, hein, on s'attend à toucher des intérêts. Bitcoin, on l'achète, il ne produit rien. Donc ce n'est pas de l'investissement au sens propre. La deuxième raison, elle est plus, je dirais, philosophique et éthique, c'est que le mot qu'on va choisir traduit ce qu'on met derrière la réalité Bitcoin. Si on parle de Bitcoin comme d'un investissement, ça veut justement dire qu'on est en train d'en attendre une performance financière et que potentiellement, bah d'ailleurs, c'est exclusivement ou majoritairement ce qu'on en attend. On attend de Bitcoin qu'il renforce son pouvoir d'achat. Quand on parle de Bitcoin comme d'épargne, ce qui est mon cas, en fait, on vient juste avec ce mot-là, on vient de changer complètement la réalité qu'on met derrière le mot Bitcoin, puisque l'épargne convoque un imaginaire qui est complètement différent. On n'attend pas de performance, on n'attend pas de court terme, on n'attend pas des rendements, on n'attend pas d'avoir une place dans un portefeuille qui serait agencé de telle telle façon. Non, quand on parle d'épargne, on parle d'un truc qui est beaucoup plus, je vais dire, simple, au sens accessible et surtout au sens qui fait partie de la réalité de tout le monde. Tout le monde veut, en tout cas, épargner, parce qu'épargner, ça veut dire voir à long terme, ça veut dire avoir des projets dans la vie, ça veut dire se constituer un matelas de sécurité, parce que le futur est incertain, et puis surtout, ça veut dire aussi quelque chose par rapport à l'alternative. C'est-à-dire que si Bitcoin, c'est de l'épargne, ça veut dire que Bitcoin, c'est pour se protéger, on épargne pour se protéger. Mais se protéger de quoi? Et donc, nécessairement, on en arrive à la question, ah ben donc, du coup, c'est Bitcoin qui protège de l'euro, alors que c'est contre-intuitif pour beaucoup de gens, ou du franc suisse, ou du dollar, ou du monnaie fiat, mais pour beaucoup de gens, c'est à l'inverse, c'est quand on veut se protéger, on prend de la monnaie fiat, et on veut investir dans un truc performant qui est Bitcoin. En disant épargne, on renverse la perspective. C'est, en fait, vous êtes sur quelque chose qui est une fuite en avant, dont je peux même mettre ma main à couper, et c'est le seul actif pour lequel je peux mettre ma main à couper, que l'an prochain, il vaudra moins que cette année, c'est la monnaie, ce qui est contre-intuitif, puisque c'est une réserve de valeur. Et donc, en disant épargne, en fait, je viens de convoquer toute cette discussion-là, juste avec ce mot-là. Et en plus, je me suis épargné épargné, c'est le cas de le dire, je me suis épargné une discussion sur finalement la performance, qui moi m'intéresse très peu. Je comprends que ça puisse intéresser d'autres, mais disons qu'en disant j'épargne en Bitcoin, il est fort probable que les 15 minutes de conversation qui vont suivre vont avoir comme sujet la politique, l'énergie, la géopolitique, etc., ou la projection dans le futur. Que si je te dis j'investis en Bitcoin, il est fort probable que les 15 minutes suivantes vont être à propos de mon horizon de détention, la performance attendue, et éventuellement est investi dans quoi d'autre, et tu attends quel rendement, etc., etc. Donc moi voilà, c'est pour séparer deux attentes par rapport à cette techno. Il y a une attente qui relève de la sécurité, du temps long, de la constitution d'une retraite, de la liberté, de la responsabilité que je veux, que j'attends de Bitcoin, et l'autre qui est complètement différente et qui a toujours avantage non négligeable d'être aussi beaucoup plus audible par un grand public et par les politiques, qui évidemment parlent d'investissement, oulala, c'est risqué, parlent d'épargne, on parle d'un sujet de société. Donc toi, tu épargnes long terme Bitcoin, Tout à fait. tu n'investis pas long terme Bitcoin. L'épargne long terme Bitcoin, en fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est mon matelas que je constitue tant que j'ai pas de projet significatif dans ma vie, de déménagement, d'acheter une maison, de vouloir vivre quelque chose, de faire un grand projet, de lancer une boîte. Ça sont des investissements, mais qui nécessitent du capital pour le faire. Et donc, moi, je suis dans cette démarche où je ne suis pas en train d'utiliser Bitcoin comme une fin en soi. C'est pas Bitcoin n'est pas ma vie et j'attends de rouler des rendements sur rendements sur rendements chaque année. C'est j'épargne en Bitcoin pour avoir ce matelas et cette liberté financière de lorsque j'aurai un projet dans la vie, X, Y, encore une fois, maison, whatever, enfant, ce que je veux,
et ben en fait, j'aurai ce matelas que je peux à ce moment-là investir. Mais il faut pas confondre les deux. L'investissement, c'est la chose dont j'attends un rendement financier ou non, encore une fois. Hein, on peut s'investir aussi, ça veut dire qu'on peut s'investir dans le fait d'avoir une vie de famille. On n'attend pas un rendement financier, en général, ça coûte de l'argent d'avoir une famille. Mais ça reste un investissement au sens je m'investis dedans parce que je choisis d'y passer du temps, le temps étant l'argent, et donc d'avoir un rendement, mais ce rendement, il sera en bonheur, en joie, voilà, c'est pas confondre la fin et le moyen, et donc je préfère dire effectivement que le Bitcoin est de l'épargne. Avant, tu nous as bien montré que les gens consommaient pour maintenir un pouvoir d'achat, mais que du coup, en consommant, ils s'appauvissaient. Et toi, tu vois justement Bitcoin comme actif qui te permet de ne pas t'appauvrir, un actif qui est contre-inflationniste, et tu l'as aussi comparé à l'or. Mmh. Pour toi, les principales différences entre Bitcoin et l'or, c'est quoi? Alors, pour rephraser un petit peu ce que tu as dit avant, en fait, moi, je considère qu'il y a une appétence naturelle chez tout le monde à considérer, je pense que c'est normal, le futur comme étant incertain, et donc à avoir une réaction tout à fait humaine qui est de dire, pour me prémunir de cette incertitude, je veux épargner. Je veux épargner soit pour simplement avoir mon matelas, je vois le futur est incertain, je dois pouvoir gérer une catastrophe ou quelque chose comme ça, soit parce que on veut épargner pour constituer un capital qui nous permettra de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour nous et donc qui ne relève pas de la consommation du quotidien ou enfin immédiate, spontanée, parfois j'allais dire presque alors j'ai pas le mot mais euh, superflu, c'est-à-dire que vraiment on réagit émotionnellement pour consommer, etc. Le Bitcoin vient juste permettre de renouer avec cette aspiration. Parce que c'est une aspiration qui existe dans l'humanité depuis toujours. Tout le monde fait ça pour se constituer une vision du futur, se prémunir. Le problème, c'est que depuis qu'on est passé au système monétaire actuel, ce comportement est puni. Toute personne qui cherche simplement à se prémunir de l'incertitude future ou à constituer un capital en épargnant via ce qui est depuis 2000 ans, et c'est dans la définition normalement de la monnaie une réserve de valeur, eh bien en fait se retrouve puni à hauteur de, dans le meilleur des cas, 2% d'inflation, mais évidemment pour tous les endroits qui le gèrent plus mal, c'est-à-dire beaucoup d'endroits, à 5, 10, 15, parfois 100%, ou pour certains endroits, complètement des millions de pourcents d'inflation, et donc le capital, le travail d'une vie est détruit chaque seconde qu'on décide de ne pas faire quelque chose de cet argent. C'est clair, même en mettant ton argent à la banque sur un compte d'épargne, tu te rapporterais 0,75% d'intérêt, etc. Ça permettrait En fait, pas de convaincre. voilà, il est toujours en retard, c'est-à-dire que c'est mieux évidemment alors déjà c'est capé, hein, tout ce qui est livret réglementé, etc. Mais même pour la France, par exemple, de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais si on prend le rendement du livret A sur les 50 dernières années, en fait, on est sur un rendement réel qui est toujours négatif, qui est pas négatif à 5%, mais qui est négatif à quelque chose comme entre 0,5 et 1%. Donc, même en étant sur le livret A, on continue de s'appauvrir chaque année. Donc, là où effectivement ça vient changer la donne, c'est qu'en fait, on vient redonner le pouvoir à tout le monde sans être un expert financier, sans devoir se taper après une journée de boulot, de rentrer chez soi, avoir la vie de famille, nanana, et puis à minuit de se dire, eh ben, si je devenais expert financier, que je me tapais le bilan de toutes les sociétés sur Euronext, sur le S&P 500, etc., pour savoir comment ne pas juste perdre de l'argent, là, on a un actif qui est juste, bah, en fait, si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, mais que tu veux préserver ton pouvoir d'achat, et donc être récompensé pour ta sobriété, c'est-à-dire la capacité que tu as à tolérer le fait de délayer dans le temps une récompense. Comme c'est puni dans le système actuel, bah en fait du coup on consomme, comme ça on a une récompense j'allais dire en endorphine. En tout cas on a un plaisir à consommer immédiatement, mais du coup on détruit cette capacité à prévoir sur le long terme, et ça on le repermet avec Bitcoin. Donc la différence après avec l'or, parce que l'or est un système qui le permet aussi, mais la différence majeure c'est que l'or a été démonétisé pour des raisons technologiques, pas que, mais en partie, parce que ce n'est pas adapté tout simplement à l'ère des télécommunications modernes. Depuis le télégraphe, c'est le cas, l'or se fait démonétiser peu à peu, et aujourd'hui encore plus. Comment l'or peut être compétitif si pour faire une transaction de Paris à New York, je dois attendre 3 semaines et un bateau qui traverse l'Atlantique, alors que je peux faire la même chose en une demi-seconde sur Internet via une transaction qui va être compensée entre deux banques. Là où Bitcoin est meilleur, c'est que le système de paiement est intégré. Donc en fait, je n'ai pas cette contrainte technologique, je peux envoyer un Bitcoin à Kuala Lumpur, dans 10 minutes, il est arrivé. Et la personne sait qu'elle a reçu un Bitcoin. Donc soit c'est de l'or, c'est de l'or en mieux, ou voilà. Mais en tout cas, effectivement, la comparaison hors numérique, pour moi, fait du sens, oui. Maintenant, pour toute personne qui n'aurait pas encore épargné en Bitcoin, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Il faut commencer. Non, que
En termes d'approche, pour moi, il y a un truc vraiment important, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est que il faut distinguer absolument quand on arrive dans ce nouveau milieu entre guillemets des cryptos, mais qui est un mot qui veut rien dire, c'est un mot valise. En fait, il y a tellement de choses derrière crypto qu'il vaut mieux d'abord s'éduquer sur Bitcoin spécifiquement. Vraiment qu'un projet à lui, Bitcoin n'est pas une crypto parmi les autres, Bitcoin c'est Bitcoin. Et une fois qu'on a compris ça, regardez le reste. Mais c'est pas du tout la même logique. Encore une fois, quand on va sur Bitcoin, on est quasiment sur un projet politique de liberté individuelle, de reprise de contrôle sur sa vie, de responsabilisation, etc., qui passe par la monnaie, ou un projet politique de monnaie. Quand on est sur le reste, je disais tout à l'heure, mais voilà, si j'ai un stablecoin, je suis en train de globalement financer le déficit américain via de la dette, etc. Je suis pas en train d'être extrêmement subversif en faisant ça. Si j'ai un NFT d'une œuvre d'art, bah, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec un projet monétaire. Voilà, si j'ai une obligation jetonisée, très bien, mais ça reste une obligation d'une entreprise, d'un État, etc. Donc, la crypto, dans son ensemble, est un mot qui recouvre trop de réalités différentes, mais qui, en gros, relève d'une forme de next step de l'industrie financière. Bitcoin, c'est vraiment plus que ça. C'est pas juste le next step, l'optimisation du système fiat. C'est radicalement opposé au système fiat, et c'est une autre proposition alternative à laquelle on adhère ou on adhère. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est quand on va dedans, on distingue les deux, vraiment, et on cherche d'abord à comprendre Bitcoin avant de, voilà, pas mettre la charrue avant les bœufs. Beaucoup d'arnaqueurs surfent sur le fait que pour les néophytes, c'est toujours très tentant de se dire, ah, j'ai raté Bitcoin, je vais donc chercher le nouveau Bitcoin. Mais en fait, l'arnaqueur le sait très bien que tu es dans cette démarche intellectuelle, et donc il va te vendre le nouveau Bitcoin qui est mieux, plus scalable, avec plus de transactions, moins de frais, nanana. Bien spoiler, dans 99% des cas, vous perdez tout votre argent. Donc, d'abord comprenez Bitcoin, ensuite le reste. Et ensuite, en termes de façon de faire, dès qu'on a dit épargne, en fait, on a tout dit. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre l'intégralité de votre patrimoine, boum, sur un coup de tête, let's go, j'y vais. Non, l'épargne, ça se constitue. Ça veut dire que chaque semaine, chaque mois, chaque jour, peu importe, vous regardez un horizon de temps qui vous convient et vous déterminez votre capacité d'épargne. Si vous gagnez 1500 euros, ça va pas être pareil que si vous gagnez 3000 ou 5000, forcément, et avec votre nouveau vie en face. Mais il faut être capable de dire, moi, je suis volontaire pour épargner l'équivalent de, je sais pas, 15 euros par semaine. Très bien. Eh bien, mets 15 euros par semaine en Bitcoin. D'ici. Exactement. Et c'est lissé, ça permet de moins se manger la volatilité dans la figure. De toute façon, l'horizon des tensions étant à plusieurs années, la volatilité n'est pas spécialement un problème si on ne regarde pas les cours tous les jours. Mais en tout cas, ça permet de lisser son point d'entrée et surtout de ne plus y penser. Quand on est dans le Bitcoin et qu'on fait comme ça, en fait, on s'en fiche du cours. C'est pas le sujet, c'est dans 20 ans. Donc, qu'aujourd'hui ça va être 100 000 et demain 110 et après-demain 90, j'en ai pas grand chose à faire, de toute façon, je regarde pas le cours. Donc, c'est vraiment une approche complètement différente que de rester scotché sur son téléphone à dire, oh là là, attention, les Chinois sont en train de vendre et comment je me positionne avec un stop loss d'order, je sais pas quoi. Ça, c'est un comportement de trader et je terminerai par ça. Et c'est vraiment un gros piège pour beaucoup de néophytes qui pensent qu'ils vont être plus intelligents que le marché. Encore une fois, spoiler, non. Le marché, ça veut dire des bots qui genre ont des algorithmes de trading, etc., et qui ne dorment pas. Donc, vous ne serez pas plus intelligent que le marché. N'attendez pas de l'être. En plus, si c'est pas votre métier. Donc, vous serez beaucoup plus à même de ne pas être stressé par Bitcoin et son prix si vous le percevez comme un outil d'épargne de long terme que si vous le percevez comme quelque chose qui doit vous amener un rendement immédiat. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Donc, toi, vraiment, tu es intéressé par Bitcoin, mais est-ce qu'au final, tu as quand même des intérêts avec les crypto-monnaies ou bien oui. t'enlèves Ah, ça pas du tout. totalement de ton horizon d'investissement ou d'épargne, dis-toi. La seule chose que je dis, c'est que c'est pas la même chose. Mais je ne dis jamais que c'est nul. Je vais prendre mon exemple, là, effectivement, puisqu'on parle de moi. Moi, mon intérêt intellectuel, effectivement, il est à 90% sur Bitcoin. Parce que je considère que c'est vraiment la rupture. Donc, quand j'écris sur le sujet, des livres, des essais, etc., c'est Bitcoin et l'environnement, Bitcoin et la géopolitique, Bitcoin et les droits fondamentaux, Bitcoin. Est-ce que ça veut dire que le reste non? Pas nécessairement. Par exemple, on vient de parler des stablecoins, il y a un gros enjeu géopolitique sur les stablecoins. C'est de la monnaie qui circule plus vite, sur des rails plus performants, qui permet d'être le bras armé du dollar américain, donc qui permet de dollariser des populations qui ne sont pas vampérisées, et qui sont devenus parmi les plus gros acheteurs de dette américaine. Sujet passionnant à suivre. C'est pas le même, c'est tout. Les NFT, moi j'ai pas de sensibilité, j'aime bien l'art, mais j'aime surtout la musique. Bon, j'ai pas de sensibilité particulière à l'art visuel, donc il y a énormément de communautés qui se réunissent pour parler de la numérisation des titres de propriété d'art, puisque un NFT in fine c'est ça, c'est un titre de propriété numérique, et qui trouvent énormément de choses à se dire entre eux sur voilà tel NFT, c'est vrai qu'il y a une patte artistique, nanana. J'ai pas de sensibilité. Donc là pour le coup, moi j'ai pas zéro montant sur les NFT. Mais c'est personnel.
Si c'est sur l'Ether, la DeFi, etc., la finance centralisée, moi je suis pas passionné d'ingénierie financière. Donc là où il y a des gens que ça peut passionner de discuter pendant 1 heure et demie de réhypothécation financière pour pouvoir faire du leveraging en mettant en collatéral un token de gouvernance qui va permettre de faire ci, ça, moi je le comprends parce que pour mon métier, il y a des gens que ça intéressait de le comprendre et je ne pouvais pas passer à côté, mais c'est pas ma passion intellectuelle que de faire de la réhypothécation de prêt. Donc, bah non, j'y passe pas la moitié de mon temps. Mais chacun aura son appétence particulière. Peut-être que vous allez commencer par Bitcoin, comprendre Bitcoin, et vous dire, ouais, mais moi, la monnaie, ça me fait chier. Et donc, en fait, par contre, l'ingénierie financière, ça, c'est mon kiff. Bah, vous allez passer plus de temps sur la DeFi. Ok, très bien. Mais même dans ce cas-là, je maintiens que c'est plus intéressant de d'abord comprendre Bitcoin avant de comprendre le reste. Voilà. Mais, donc, je ne dis pas que tout le reste est nul. En revanche, dans le reste, c'est un peu une jungle à l'heure actuelle. Donc, vous avez quand même une probabilité supérieure de tomber sur des arnaques dans la crypto que Bitcoin, ça fait 15 ans qu'il a arnaqué personne. Sans d'accord avec toi. Maintenant, si on regarde juste, il y a énormément de banques qui donnent des prix, des prédictions sur sur le cycle prochain. Plusieurs disent Bitcoin à 1 million d'ici 2030. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? J'ai une réponse un peu détournée. Je suis pas d'accord ou pas d'accord. Je m'en fous. C'est vraiment mon horizon. Moi, j'ai une thèse d'épargne, à savoir que c'est un meilleur véhicule pour conserver la valeur dans le temps et dans l'espace, qu'il va donc aspirer les capitaux qui sont partis sur d'autres classes d'actifs à défaut de mieux. Donc, j'ai pris cet exemple dans ma présentation tout à l'heure, mais une partie substantielle de l'immobilier aujourd'hui n'est plus achetée pour se loger, mais pour simplement préserver de la valeur dans le temps. Tous les gens exposés à Bitcoin qui comprennent le proposition de valeur de Bitcoin vont arrêter d'acheter de l'immobilier parce que l'immobilier, bah, ça s'entretient, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des squatteurs, il peut y avoir, etc. Si jamais tu dois quitter ton pays, bah, tu peux pas emmener ton appartement avec toi. Et donc, en fait, le Bitcoin remplit mieux cette fonction-là. Bon, beaucoup préfèrent aussi s'exposer à l'immobilier via des fonds immobiliers plutôt que d'avoir leur propre immobilier. Le fonds, à la fin, il achète quelque chose. Donc, je veux dire, c'est qu'il contribue à la pression, à la hausse du prix. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que dans ma thèse d'épargne, 1 million, 10 millions, je ne sais pas en fait. De toute façon, en plus, il y a un paramètre qui est quand même assez important là-dedans, c'est que si tu, comme ça se passe depuis 30, 40 ans, tu prends 7% d'augmentation de la masse monétaire tous les ans, en fait, 1 million aujourd'hui et 1 million en 2030, ça veut pas dire la même chose. 1 million en 2030, en fait, c'est peanuts. C'est donc, in fine, ça m'intéresse pas, entre guillemets, de raisonner comme ça. En revanche, pour moi, ça va aspirer une partie substantielle de la valeur qui est allée se cacher dans d'autres actifs pour des raisons simplement de transport de valeur dans le temps. Donc ça veut dire que les marchés boursiers, à mon avis, vont baisser. Il y a plein d'entreprises qui ne rémunèrent plus de dividendes, rien, parce que simplement elles sont achetées par réflexe pour préserver son épargne. Ça n'a plus d'intérêt à partir du moment où il y a un véhicule qui permet de mieux le faire. Pour l'art, c'est pareil. Pour l'immobilier, c'est pareil. Pour les métaux précieux, c'est pareil, etc. Donc si ça vient capturer ça, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est quelque chose comme 900 trillions ou 800 trillions à l'échelle mondiale. Tu prends 20% ou 30% de cette valeur-là, ma thèse d'épargne, c'est pas 1 million, c'est beaucoup plus. Mais je peux pas te dire quand. Bah, merci beaucoup. Mais de rien. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker cette vidéo, et puis on retrouve, j'espère très prochainement, Alexandre sur une autre vidéo. Avec plaisir.